Ariane Beauferret, le site web érudit.org, spécialisé dans la diffusion scientifique en lettres et sciences humaines québécoises, fête ses 25 ans d'existence. Malgré son quart de siècle, Ariane, cette plateforme numérique demeure très peu connue du grand public. Je dois t'avouer que j'avais jamais entendu parler de ce site-là avant de lire tes notes aujourd'hui. Pourquoi, selon toi? Peux-tu nous présenter un peu c'est quoi ça, ce site érudit.org? C'est une plateforme qui a pour but de rendre le savoir librement accessible, le savoir en français. Donc du savoir qui est produit au Québec, donc dans les universités, mais aussi à d'autres endroits sur la planète. Et ça a seulement 25 ans, mais il faut se remettre dans l'idée qu'il y a 25 ans, c'était très nouveau comme type de plateforme. Internet existe, mais c'est le début des grandes bases de données qui référencent les articles scientifiques. Et le fait que ça soit gratuit dès le début, c'était quelque chose de très novateur parce que ça permet de rendre le savoir, les connaissances accessibles à tout le monde. Alors qu'on est dans un contexte aujourd'hui où le savoir, il est difficile, le savoir fiable, éviter la désinformation, même quand on va sur Wikipédia, mais c'est difficile de savoir finalement, est-ce qu'on est face à des connaissances qui sont bien sourcées, qui sont bien produites de façon rigoureuse, qui sont révisées par les pairs. Et c'est ce que propose Érudit, parce que il référence... C'est 322 revues scientifiques et plus de 235 000 articles, mais qui sont triés sur le volet par toute une équipe, en fait. Mais c'est pas le côté très accessible de Wikipédia. Hein? C'est non, comme tu recherches, là, tu tombes sur des documents PDF. C'est plus pour des chercheurs que pour monsieur, madame, tout le monde, si je comprends bien. Habituellement, c'est plus connu du milieu académique, certainement, mais on retrouve aussi des revues qui sont un peu plus grand public, où il va y avoir des entrevues avec des personnes. C'est pas uniquement de la recherche appliquée ou de la recherche fondamentale ou des grands traités. Oui, puis c'est des étudiants aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui finit dans la recherche de manière professionnelle. Il y a des étudiants qui ont accès aussi. On y passe pendant le bac, pendant la maîtrise, pour ceux qui ont fait des études universitaires, mais qui n'ont pas pour vocation de devenir des intellectuels. Puis l'une des caractéristiques intéressantes, c'est que c'est justement en français, le savoir scientifique en français. Et c'est un problème quand même. Là. Bon, justement, c'est ma deuxième question. Pourquoi est-ce que c'est important qu'une plateforme comme ça existe, spécialement qu'elle soit une plateforme québécoise? On pourrait dire, bon, en français, je comprends, mais pour l'ensemble de la francophonie, mais une fois que c'est sur Internet et gratuit, est-ce que ça ne devrait pas être des plateformes, disons, universelles? Là, l'intérêt que ce soit des connaissances en français, c'est que ça permet d'avoir des connaissances qui sont locales. Donc, si on va chercher, par exemple, je ne sais pas moi, à comprendre le décrochage scolaire, la toxicomanie, pourquoi est-ce qu'il y a des criminels multirécidivistes au Québec, ou la baisse de la pratique religieuse. La baisse de la pratique religieuse. Énormément de sujets qui sont plus du domaine des sciences sociales là, et moins universels qu'on peut retrouver dans les sciences fondamentales, plus en sciences naturelles. C'est important d'avoir cette base de données-là parce que ça nous permet d'avoir accès à des connaissances qui s'appliquent à notre réalité locale, finalement. Donc, c'est surtout en sciences humaines que l'aspect localisé devient important, si je te comprends bien. Ça dépend. C'est sûr que si on est en biologie, qu'on étudie certaines communautés, il y a des aspects locaux, effectivement, mais les concepts des sciences sociales, eux, ils vont avoir une saveur vraiment particulière en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète, parce que les réalités humaines sont différentes, évidemment. Ça permet d'éviter un phénomène qu'on critique souvent, c'est-à-dire l'américanisation de la pensée à l'université. Une certaine homogénéisation aussi, là, qu'on pense tous pareil. Le fait que tout soit écrit en anglais aujourd'hui. Quand on étudie à l'université, on est incité à écrire en anglais, à publier dans des revues en anglais, des revues internationales qui sont très bien cotées. Sinon, ça paraît moins bien. Mais au final, c'est ça, il y a une pensée assez unique. Et quand on écrit aussi dans une seule langue, on a une façon de conceptualiser les choses qui correspond à cette langue-là. Donc, c'est limitant, alors qu'on a accès à des centaines de langues différentes et à des concepts qui sont différents selon les langues. Pour parler de langage d'Antoine, ça a un côté colonial. Oui, un petit peu. Ariane, tu parlais de l'importance d'avoir accès à un savoir fiable, mais est-ce que même à l'université, c'est pas rendu un problème? On parle de plus en plus, surtout en sciences humaines, de facultés qui valorisent davantage l'idéologie que la science et on accuse parfois aujourd'hui même l'université d'être partiale et très subjective dans ses recherches ou ses papiers qui rapportent des recherches. Oui, parce que si on veut avoir des subventions de recherche, on s'inscrit forcément dans un certain cadre qui n'est pas forcément explicite, même si aujourd'hui, quand on soumet un article dans quasiment tous les journaux, on doit signer une petite clause comme quoi on adhère au fait que le sexe et le genre sont deux choses différentes, qu'il faut bien définir les termes, etc. Donc il y a déjà
dès le départ, à partir du moment où on veut faire une communication scientifique, il y a des aspects idéologiques qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et au niveau de la langue aussi, de l'écriture épicène, il y a des revues, je pense par exemple au Climatoscope qui est publié par l'Université de Sherbrooke. C'est des articles très intéressants sur le réchauffement climatique, mais c'est forcément écrit dans une certaine écriture inclusive. On n'a pas le choix finalement d'être d'accord avec ça. Donc il y a tous ces enjeux-là un petit peu, mais en plus de ça, il y a tout ce fonctionnement de publication de la recherche avec des méga-journaux qui utilisent des chercheurs pour réviser gratuitement des articles. On propose nos recherches à ces méga-journaux et ensuite les revendre à fort prix aux universités et aux particuliers. Donc, ceux qui ont plus d'argent, si je te comprends bien, ont davantage de chances de faire passer leurs idées. Mais ça, c'est vieux comme le monde, ce principe. Ben, c'est aussi ceux qui ont plus d'argent, ceux qui font partie des meilleures universités vont avoir accès aux meilleurs... au plus grand panel finalement de connaissances. Dans d'autres plus petites universités sur la planète, on n'a pas accès à tout un tas de journaux finalement. Et là, si je te suis bien, un site comme Érudit, en étant ouvert ou gratuit, vient rééquilibrer la donne, c'est-à-dire le facteur financier risque d'avoir moins d'influence dans la diffusion du savoir scientifique. Tout à fait, parce que s'il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a pas besoin de payer, tout le monde y a accès. D'ailleurs, il y a plusieurs pays francophones, ils ont à peu près 5 millions de personnes uniques qui se connectent chaque année sur Érudit. Puis il y a des personnes de Côte d'Ivoire, de France, de Belgique, pas seulement du Québec, là. Et donc ça permet une diffusion des savoirs, mais en sortant de ce système de il faut que je sois absolument dans une bonne université, il faut que j'ai des moyens pour pouvoir avoir accès aux connaissances. Puis c'est très utile pour les journalistes aussi, parce que c'est pas tous les journalistes qui ont accès non plus aux connaissances de base là, sinon on fait juste se référencer les uns les autres des résumés qu'on a lus à divers endroits. Oui, c'est ça. Puis comme une photocopie, ça devient de moins en moins clair à mesure que ça passe. De moins en moins précis. Il y a des problèmes de qualité, d'interprétation. Ça m'est arrivé souvent de tomber sur des articles sur Érudit là, dans le cadre de mon travail. Ah ben. Alors, on va aller visiter ça. On va aller visiter ce site érudit.org. Ariane Beauferry, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.